Salut Théo, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, merci très bien. Ouais, avec vous, comment ça va? Bah écoute, super, on a hâte d'en savoir plus sur Bull Bitcoin grâce à l'intervenant de choix qu'on a ce soir. Tu me flattes. Ah, je sais caresser dans le sens du poil, c'est une caractéristique de la marmotte. Bon, bah, ce que je te propose, le temps que les gens commencent à se connecter tout doucement, c'est peut-être de commencer à te présenter rapidement. Nous dire un petit peu ton background professionnel, comment tu es tombé dans la crypto, et puis si tu as envie de partager quelques anecdotes, vas-y, c'est soirée de bon enfant. Ça marche. J'ai du coup fait une école de commerce sans beaucoup de motivation. Et ensuite, je me suis retrouvé à travailler pour un gros éditeur de logiciels qui s'appelle Oracle. Et c'est dans le cadre de mes missions pour eux, qui étaient plutôt des missions d'ingénieur. En fait, je m'étais un peu formé en data science en autodidacte en parallèle. Et que je me suis retrouvé à tomber par hasard sur en fait des thèses à l'époque en computer science qui proposaient d'utiliser la blockchain, mais c'est même pas le terme qu'ils utilisaient à l'époque. Ils parlaient plus du système sous-jacent à Bitcoin pour des questions de licensing, pour résoudre des problèmes de licensing dans le software. Donc c'est pas forcément des sujets hyper passionnants, mais c'était à l'époque où Ethereum venait de faire son ICO, donc il y avait quand même pas mal d'expositions sur ces sujets-là. Donc j'ai découvert tout ça un peu de loin, en étant assez fasciné par ce que je lisais, de ce que j'en comprenais, pas forcément avec beaucoup de détails techniques au début. Initialement, j'ai un peu ignoré Bitcoin parce que ça m'avait l'air d'être une technologie obsolescente, vieille, qui évoluait pas, etc., etc. Comme je pense que ça arrive à beaucoup de gens qui arrivent dans cet écosystème. Et ensuite, à force de m'intéresser à Ethereum et à ses concepts fondamentaux, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les connaissances en économie ou en finance qui me permettaient de bien comprendre de quoi il s'agissait. Et donc, j'ai entrepris de me former en économie, alors plus ou moins en autodidacte, en me faisant aider de certaines personnes qui m'ont conseillé des lectures ou qui ont répondu à mes questions. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que je me suis plus ou moins passionné d'économie, que j'ai découvert l'économie autrichienne, que j'ai par la suite enseigné et essayé de vulgariser, surtout dans des milieux Bitcoin et dans des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce en France. Et c'est à travers les principes d'économie autrichienne et à travers, on va dire, les économistes libéraux classiques aussi, que j'ai mieux compris l'intérêt de Bitcoin. C'était à peu près à l'époque où Sevdinamous a publié le Bitcoin Standard. Je suis tombé là-dessus, j'ai rejoint son académie. Et à partir de là, on va dire, je suis devenu maximaliste. Pendant plusieurs années, j'ai dirigé l'Institut Bitcoin, qui était un endroit dédié à des formations et du conseil sur Bitcoin. Alors, il m'est arrivé aussi pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards de travailler sur des projets Web3 sans trop de conviction, mais fallait bien bosser. Et c'est pas toujours facile de trouver des clients qui veulent bosser sur Bitcoin directement. Et du coup, depuis maintenant un peu moins d'un an, depuis presque 9 mois, j'ai rejoint Bull Bitcoin en qualité de DG Europe, ce qui est un titre un peu large aujourd'hui parce qu'on n'est pas live en Europe, on est uniquement présent en France pour l'instant. Et encore, la plateforme n'est pas encore ouverte pour le public français. Ça va arriver normalement dans les semaines, mois qui viennent. Euh, et donc, du coup, Francis Pouliot, le fondateur de Bull Bitcoin, est venu me trouver finalement parce qu'il avait l'ambition d'attaquer le marché français. Étant franco-canadien lui-même, il avait beaucoup de proximité et d'intérêt pour la France. Et du coup, par la suite, j'ai recruté Gilles Cadignan, Jérôme Aron et Jimmy Chambrade, le fondateur de Bitcoin Lyon, un broker Bitcoin pardon de la première heure qui était basé à Lyon et qu'on a racheté justement pour, on va dire, accélérer l'obtention d'un PSAN et pouvoir nous lancer en France. Et donc maintenant, on est quatre à travailler pour Bull Bitcoin France. Et bientôt, une fois qu'on aura obtenu Mika, Inch'Allah, pour Bull Bitcoin en Europe. Donc en gros, pour synthétiser, moi j'ai plutôt un profil d'école de commerce à la base, mais je me suis beaucoup intéressé à l'économie et à la computer science en autodidacte. Et c'est à la rencontre de ces deux sujets, on va dire, que je me suis passionné pour Bitcoin.
Ok, super. Ouais, effectivement, on voit que tu es un très bon autodidacte. Enfin, t'es plongé dans pas mal de sujets différents. Et bon, je trouve qu'en général, c'est toujours bon pour la culture et puis bah, pour le recul qu'on peut avoir sur différentes technologies ou sujets de société, etc. Donc, je vois que tu as commencé à me parler de Bull Bitcoin. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tu es le General Manager Europe. Tu nous as parlé que Bull Bitcoin allait se lancer en France, mais peut-être commencer par nous présenter un petit peu Enfin, je pense que tu le connais. Je sais pas si déjà tu étais proche de l'entreprise quand elle était au Canada, parce que si je dis pas de bêtises, c'est là qu'elle a été fondée. Et est-ce que tu sais nous dire un petit peu, nous raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise, comment elle s'est créée au Canada, etc. Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi, j'étais pas forcément proche de l'entreprise, je dirais. J'en avais entendu parler, bien sûr, notamment à travers son fondateur, Francis Pouliot, qui, pour le coup, est un bitcoiner de la première heure. Je crois qu'il est arrivé dans Bitcoin en 2012, quelque chose comme ça. À titre professionnel, il avait peut-être même découvert ça avant. Et en fait, donc c'est une entreprise qui est née à Montréal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entreprises assez importantes dans Bitcoin ont débuté dans cette zone-là où étaient basées à Montréal à l'époque, notamment Blockstream pour citer la plus connue, mais c'est pas la seule. Et du coup, bah, quand Francis a commencé à s'intéresser à tout ça, faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à Bitcoin, très peu de gens qui travaillaient là-dedans. Lui, il a été embauché assez vite par Blockstream et d'autres boîtes comme stagiaire, où il était déjà payé en Bitcoin en 2013 ou 2014. Donc, il a eu, on va dire, un cadre privilégié pour comprendre vraiment Bitcoin bah, à travers quasiment ses fondateurs, hein, que ce soit Luc Dash Jr., Adam Back, Gregory Maxwell, qui sont des gens qui ont énormément contribué au fil des ans à développer Bitcoin. Et très rapidement, en s'associant avec d'autres gens, il a créé quelque chose qui s'appelait l'ambassade du Bitcoin, qui en fait était à la fois un lieu d'éducation physique à Montréal autour de Bitcoin et également un cash desk, donc vraiment un comptoir où vous pouviez venir pour acheter et vendre du Bitcoin en dollars canadiens en cash. À l'époque, il y avait très peu de réglementation comme on en peut en avoir aujourd'hui, donc on pouvait faire un peu n'importe quoi. Et en fait, l'ambassade du Bitcoin a été très très plébiscitée, très utile et très populaire pendant les années qui ont suivi, surtout à partir de 2015 et notamment durant bah, toute la période du bull market 2016-2017. Et en fait, jusqu'au point où, au bout d'un moment, craignant pour leur sécurité, des problèmes réglementaires, attirant trop l'attention, etc., faut s'imaginer qu'on avait affaire, enfin là, ce que je décris, c'est entre guillemets des jeunes adultes qui savent pas trop ce qu'ils font et qui brassent des centaines de milliers de dollars canadiens, qui détiennent des milliers, presque des millions de dollars canadiens. Donc imaginez-vous quasiment des millions d'euros ou des millions de dollars en cash dans un bureau pas sécurisé, etc., etc. Donc en fait, au bout d'un moment, Francis s'est rendu compte que bah voilà, c'est un, ça passait pas très bien à l'échelle, et deux, Bitcoin devenait trop gros pour faire les choses comme ça, et puis en plus c'était dangereux pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit bah faut faire en sorte que maintenant on ait une plateforme informatique et qu'on fasse le même business, mais en gros en ligne et pas que à Montréal, mais si possible dans l'ensemble du Canada et après dans d'autres pays. C'est comme ça qu'est né Bull Bitcoin en fin de compte. Hein. Et donc, c'est une bonne manière d'expliquer ce qu'on fait. On est exactement comme un comptoir de cash physique, sauf qu'on accepte, du coup, bah, en Europe, les virements SEPA. Donc, nous, on vous vend des bitcoins contre notre propre inventaire, ou alors on rachète vos bitcoins contre en vous payant avec notre propre stock de devises fiat. C'est un service qui aujourd'hui est disponible, qui a été créé à Montréal au Canada, qui est disponible dans tout le Canada, et également au Costa Rica, bientôt au Mexique, en France, comme je disais, probablement d'ici un mois ou 2 mois, avec l'ouverture de la plateforme, et par la suite dans le reste de l'Europe. On n'accepte pas les cartes bleues, on traite uniquement en SEPA. On fournit aussi des services d'achat et de vente de gré à gré, donc ce qu'on appelle parfois OTC en anglais, over the counter. Donc ça s'adresse plutôt, on va dire, à des individus ou des entreprises qui veulent réaliser des achats assez substantiels, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui vont privilégier un contact avec une personne physique, que ce soit moi, Jimmy ou quelqu'un d'autre de l'équipe, qui va pouvoir aussi parfois traiter des problématiques on va dire, un peu hors du cadre. Donc, je sais pas, vous voulez acheter des bitcoins pour vos enfants, ils sont pas majeurs, vous voulez vendre votre appartement et recevoir une partie en bitcoin ou l'acheter en bitcoin, ou en tout cas l'acheter, vous voulez vendre des bitcoins pour ça, mais vous avez peur que les banques, elles vous cassent les pieds, etc. On va dire que nous, on a une expertise un peu particulière
pour arriver à contourner ce genre de barrières et permettre on va dire des schémas d'achat et de vente qui sont pas forcément toujours classiques. Par ailleurs, Boot Bitcoin est assez réputé au Canada et maintenant aussi dans d'autres pays pour son engagement auprès de l'éducation autour de Bitcoin. On finance beaucoup de projets open source et d'initiatives d'éducation sans forcément chercher à faire de l'argent dessus. Et par ailleurs, on est aussi très connu pour notre service client, puisqu'on a souvent des utilisateurs assez avancés qui viennent nous voir avec des problématiques complexes ou même des utilisateurs très novices à qui on a pu souvent empêcher de tomber dans des fraudes parce qu'on a un service client réactif et qui est assez professionnel dans ce qu'il fait. Par ailleurs, voilà, on est connu même au sein des Bitcoin Maxi pour être assez toxique, jamais faire de compromis sur l'éthique de l'entreprise, dont le slogan est tout simplement. Alors, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est Engineering Sovereignty. Donc, en français, on traduirait par, on va dire, créer les outils de la souveraineté ou le génie de la souveraineté, quelque chose comme ça. Par le passé, c'était reprenez le contrôle de votre argent, ça a été détruire le système fiat, mais bon, vous avez un peu compris l'idée. On est aussi, j'aurais dû commencer par là, par design non custodial, c'est-à-dire qu'on prendra jamais la garde de coins de nos clients. C'est fait à dessein. On se targue de pouvoir dire que vous pouvez utiliser le service sans avoir besoin de nous faire confiance. Et c'est ce on pense que c'est un concept de design qui répond à l'éthique de Bitcoin et qui devrait inspirer la plupart des entreprises Bitcoin. Évidemment aussi, on est Bitcoin only. Et on a également un service qui est assez populaire et plébiscité au Canada et qu'on va essayer de répliquer en France, qui s'appelle Bills, qui en fait tout simplement vous permet de scanner une facture ou de rentrer un IBAN ou d'utiliser n'importe quel moyen de paiement qu'on supporte, de manière à pouvoir payer une facture émise en monnaie fiat, que ce soit en dollars canadiens au Canada ou en euros en France. Et nous, on va vous générer soit un invoice Lightning, liquid, ou alors vous fournir une adresse on-chain avec une demande de paiement. Et vous payez du coup Bull Bitcoin en Bitcoin. Et nous, en fait, on va utiliser nos comptes en banque pour payer la facture à votre nom. Donc, par exemple, au Canada, c'est utilisé par nos utilisateurs pour payer leur loyer, pour payer leur facture d'électricité. Pour certains d'entre eux, ça leur permet même de payer leur facture de carte bleue, parce que là-bas, ils ont des cartes de crédit. Donc, vous pouvez charger votre carte pour payer vos dépenses courantes. Et à la fin du mois, vous allez payer toute votre facture d'un coup via Bull Bitcoin. Donc, ça peut vous permettre d'avoir une vie quasiment normale sans avoir de compte en banque. C'est aussi beaucoup utilisé au Costa Rica pour des expatriés qui veulent acheter des biens immobiliers. C'est assez compliqué d'envoyer du fiat dans des pays comme ça. Et ça peut prendre des mois, entraîner beaucoup de frais et beaucoup de demandes de justificatifs. Et donc, une manière de contourner tout ça, en fait, c'est tout simplement de payer le vendeur de la maison directement en Bitcoin via Bull Bitcoin. Donc voilà, en fait, on est un peu spécialisé, j'ai envie de dire, dans ces use cases à la marge assez cypherpunk dans l'éthique et qui vont concerner des individus débancarisés, des personnes qui veulent plutôt pour des raisons idéologiques ou pratiques contourner le système bancaire et des gens surtout qui veulent vraiment être souverains en fait sur leurs finances et qui vont chercher à traiter ces cas d'usage là. Et voilà, pour peut-être aussi faire une distinction qui est importante, du coup, on est un broker et vraiment pas un échange. Donc, par contre, on n'est pas du tout adapté pour tout ce qui va être cas d'usage, trading, etc. On n'est pas une place de marché avec un carnet d'ordre sur lesquels vous allez faire des allers-retours d'une monnaie à une autre rapidement. Un broker, c'est vraiment plus pour si vous voulez utiliser Bitcoin comme moyen de paiement ou pour épargner à long terme, quoi. Eh ben écoute, c'est une description qui donne envie de poser plein de questions, mais avant de commencer à décortiquer un petit peu tous les services merveilleux dont tu nous as parlé, c'est un marmotte, donc du coup je vais te poser une petite question marmotte. Dans la vie, on reçoit des cadeaux, certains qui font super plaisir et d'autres où on se force un peu à sourire. Ma question est la suivante. As-tu déjà revendu ou donné un cadeau qu'on t'a offert? C'est une bonne question. En vrai, ouais. Je suis quasiment sûr de l'avoir fait. J'ai pas forcément d'exemple en tête. Non, mais je pense que tout le monde l'a fait. C'est bien, tu es honnête. Ok. On va reparler un petit peu de Bull Bitcoin. Est-ce que, donc, on a eu le débat tout à l'heure dans le terrier avec les marmottes, c'est non KYC, vos services? Non, non, non. Malheureusement, nos Ok. services sont KYC. Et en fait, juste pour préciser ça quand même, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, on peut juste pas en fait, hein. Si on pouvait, on serait non KYC.
Mais en gros, voilà, moi, en tant que dirigeant, j'ai une responsabilité juridique, donc en fait, je vais en prison si on le fait pas. Du coup, je suis assez motivé quand même. Et en fait, juste, la loi ne nous le permet pas, ni au Canada, ni en France. Alors, jusqu'à récemment, au Canada, on avait quand même un service qui était pas trop mal. On avait fait un accord avec Canada Post, c'est un peu l'équivalent de la Poste là-bas, qui permettait d'acheter jusqu'à 1 000 € directement dans une poste canadienne, pas 1 000 €, 1 000 $ canadiens, pardon, donc ça correspond à peu près à 600-700 €, non KYC en cash. Malheureusement, à cause du gouvernement canadien, ça a été arrêté. Mais voilà, donc on essaye autant que faire se peut de pouvoir contourner les réglementations KYC, mais en France, c'est vraiment ingérable. Donc, ouais, non, enfin, ça m'étonne pas. Je me suis dit peut-être que vous avez trouvé une petite faille dans tout leur texte de loi pour faire un système permettant de se passer de ça, mais bon, je comprends tout à fait que les services soient KYC quand on a une entreprise, enfin, surtout en France et en Europe. Après, si c'est un sujet qui intéresse les gens ici, si jamais vous vivez dans le sud-ouest, il y a une petite astuce qui, à mon avis, devait devenir un petit peu plus fréquente maintenant. Du coup, en Andorre, ils sont en passe de faire passer une loi qui va permettre d'acheter pour 1 000 € d'acheter ou de vendre, hein, pour 1 000 € de Bitcoin directement à des Bitcoin ATM par jour et par personne. Et donc l'Andorre, c'est un petit pays entre la France et l'Espagne. Donc de Toulouse, c'est à 1 h 30 en voiture. Potentiellement, si vous habitez dans la région, ça peut être une bonne manière de revendre du Bitcoin non KYC ou de l'acheter non KYC. Parce que 1 000 € par jour, c'est quand même une belle limite, quoi. On a de Moi, quoi faire du volume. ça laisse de la marge, on a de quoi vivre convenablement. Donc du coup, pas de service KYC et même pour tout ce qui est peer-to-peer, enfin, les services OTC dont tu nous as parlé tout à l'heure. Alors, un OTC Desk, c'est pas forcément un service peer-to-peer. C'est-à-dire que un OTC Desk, c'est vraiment juste, on va dire, de Ok, la vente qui est fait vous en jouez quand même dehors du marché, quoi. Ouais, l'intermédiaire on de est quand même confiance. l'intermédiaire, hein. On est Ok, contrepartie de tous les trades qu'on fait. Donc vraiment, à chaque fois qu'on vend du Bitcoin ou qu'on achète du Bitcoin, c'est face à notre propre inventaire. Et, euh, et en fait, la manière dont vous pouvez le voir, vous voyez, quand vous arrivez à l'aéroport et que vous avez ces bureaux de change, c'est comme ça en fait que ça fonctionne pour le Bitcoin. Il y a un prix auquel on dit on achète, il y a un prix auquel on dit on vend. On n'a pas de commission. Notre commission, en fait, c'est l'écart entre ces deux prix par rapport au prix de marché, qui en général se situe entre 1,1%, 1,5%, quelque chose comme ça. En fait, du coup, on est toujours contrepartie au milieu, comme le bureau de change lorsque vous allez à l'aéroport ou vous êtes à l'étranger ou autre. Et par contre, on a aussi un wallet mobile et on a aussi une flopée d'outils auxquels on a contribué ou qu'on développe, qui eux sont des outils de logiciels libres et qui, par définition, ne demandent pas d'inscription de KYC ou autre, quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne vraiment la plateforme et l'achat et la vente de Bitcoin, ouais, tout est KYC. ok, ça marche. Tu nous parlais d'un système qui était quand même, enfin moi qui m'a paru comme super intéressant, c'est le fait de pouvoir payer des factures, enfin de pouvoir jouer les intermédiaires pour, par exemple, les personnes qui veulent se débancariser. Et je pense que vous avez dû avoir du coup pas mal de monde, c'était il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, au Canada, quand il y a eu la grève des routiers et tout ça. Et je me souviens, enfin, j'ai suivi vraiment cette histoire de loin, mais de mémoire, il me semble que le gouvernement canadien avait commencé à geler des comptes en banque des routiers qui manifestaient, etc. Est-ce que dans ces cas-là, ils pouvaient se tourner vers vous sans souci, ou est-ce que le gouvernement canadien pouvait dire attention, eux, vous leur bloquez aussi les systèmes de paiement via votre plateforme? Ouais, c'est une super question. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi cet épisode, parce qu'il est un peu passé sous le radar, vu que c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine, en fait, c'est des camionneurs canadiens qui refusaient de se faire vacciner et enfin, en tout cas, qui refusaient, pardon, de montrer un passeport vaccinal, enfin, une preuve de vaccination pour effectuer leur job. Donc, le gouvernement de Justin Trudeau a essayé de les y forcer, pardon, et ils l'ont gentiment envoyé se faire foutre en lui faisant remarquer que le Canada étant ce qu'il est, sans les camionneurs, ça va être compliqué de bouffer. Et du coup, ils ont fait une manifestation, ce qui est leur droit constitutionnel à Ottawa. Et en réponse à ça, le gouvernement de Justin Trudeau
a bloqué effectivement les comptes en banque de certains protagonistes et surtout il est même allé jusqu'à bloquer les fonds qui avaient été récoltés sur une campagne de financement participative GoFundMe et qui venait du monde entier en soutien aux camionneurs canadiens. Et donc en fait ils ont tout simplement gelé leur argent. Et du jour au lendemain, du coup, il y a plein de camionneurs qui se sont retrouvés dans l'incapacité de pouvoir payer pour leur essence, de nourrir leur famille, de payer leurs factures. Et donc, c'est quand même des pratiques qu'on s'étonne de voir dans un pays de l'OCDE, du G7, qui est censé être une démocratie constitutionnelle. Et en fait, Bull Bitcoin a beaucoup soutenu le mouvement à l'époque. Et notamment, on a pas mal aidé parmi d'autres personnes comme Ben Perrin, qui est un éducateur qui s'appelle BTC Station sur Twitter, qui est un éducateur Bitcoin canadien. On a pas mal aidé en fait les truckers canadiens à pouvoir contourner les barrières placées par le gouvernement, notamment en ce qui s'agissait de leurs finances. Donc, on leur a permis de recevoir des dons en Bitcoin, on leur a permis de pouvoir sortir de l'argent de leur compte et de le passer en Bitcoin avant qu'ils se les fassent geler. On leur a donné de l'éducation gratuite pour leur expliquer comment ils pouvaient créer facilement des wallets, même si c'était juste des paper wallets au début. On les a aidés également à redistribuer sous forme de Bitcoin wallet à différents camionneurs les fonds qui étaient récoltés en Bitcoin directement. Et également, notre fondateur et d'autres gens chez Bull Bitcoin ont été assez vocaux pour affirmer leur soutien à cette manifestation et dénoncer le processus complètement anticonstitutionnel employé par le gouvernement canadien pour les priver de leur droit le plus fondamental à un compte en banque, la propriété et ce genre de choses-là. Et en fait, faut voir que pour répondre à ta question, le pouvoir de nuisance d'un gouvernement comme ça sur Bull Bitcoin est un peu inférieur à celui qu'il peut avoir sur des plateformes comme des plateformes de financement participatif ou encore pire des banques. Tout simplement parce qu'on a une régulation qui encadre nos activités qui est un peu plus light, on va dire, et qui offre moins de pouvoir au gouvernement et à différentes institutions pour nous casser les pieds. Et également parce que, contrairement à ces entreprises-là, nous, on opère essentiellement sur Bitcoin et ils peuvent pas contrôler ce qui se passe sur Bitcoin. Donc, en fait, si nous, on arrive à trouver une manière de faciliter les transactions, on va dire notre corporate policy, c'est de le faire et on verra après pour s'arranger avec les ramifications légales et faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'ennuis avec ça. Mais c'est un peu comme ça qu'on fonctionne toujours, c'est-à-dire que même quand on arrive dans un pays comme c'est le cas aujourd'hui, comme la France, le but, ça va pas être de chercher à, entre guillemets, failloter auprès du régulateur en étant parfois même presque plus contraignant que ce que la loi ne demanderait, mais c'est vraiment d'essayer d'adopter l'approche qui va le plus possible nous éviter d'avoir des ennuis tout en essayant de garder l'esprit de Bitcoin, de liberté individuelle et des droits naturels, et donc de comply le moins possible à ce qui nous paraît pas éthique. Et en ce qui concerne la liberté transactionnelle, on fait pas de compromis là-dessus. Donc pareil, Bills, le service dont on parlait qui permet de payer des factures et qui a aussi pu aider à l'époque de l'épisode des camionneurs canadiens. Nous, il y a plein de gens qui nous ont expliqué en France que c'était pas possible, que machin, etc., etc. Là, de la même manière, on essaye de trouver entre guillemets des techniques de jujitsu légales pour pouvoir le faire, et on est assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir le répliquer. Malheureusement, il y a aussi une question qui est posée à l'utilisateur quand on met en place ce genre de service. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, lorsque vous faites une transaction en cryptoactif, vous êtes censé déclarer à la fin de l'année, dans votre 2042, la plus-value qui correspond en fait à la différence entre le prix d'achat de vos cryptoactifs et le prix au moment où vous avez acheté le bien ou service que vous avez acheté en cryptoactif. Donc déjà, c'est chiant de devoir payer 30% d'impôt sur ce genre de plus-value. Quelque part, ça assimile en fait un achat de biens et services à une vente, une prise de profit. Deuxièmement, c'est super casse-couille si vous dépensez assez souvent en Bitcoin de devoir remplir 10 000 lignes dans votre déclaration d'impôt. Et troisièmement, traquer le coût moyen d'achat de ces coins, le prix auquel était Bitcoin lorsqu'on a dépensé, etc., etc. C'est quand même chiant à faire, c'est du boulot. C'est pas forcément évident de trouver un comptable qui va le faire pour vous. Voilà, c'est très casse-couille. Donc effectivement, nous on fournit le service. Après, c'est libre à vous de voir ce que vous avez envie de déclarer, pas déclarer. Nous, on n'a pas de préconisation à donner là-dessus. Mais en tout cas, si vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Ok, bon, je pense qu'on reviendra un petit peu sur ce point-là.
le temps passe et je me dois de te poser une autre question marmotte. Quelle est, selon toi, l'invention la plus inutile de tous les temps? L'invention la plus inutile de tous les temps? Ouais. Euh, Ou tu peux raccourcir au dernier siècle ou aux dernières années, enfin la première ouais, qui ouais, te vient non, en mais tête, hein. il y a beaucoup de matchs, mais enfin, il y a beaucoup de concurrents, mais j'ai envie de dire Ethereum. Pourquoi je m'y attendais? Excellent. Bon, on va revenir un petit peu sur justement la partie builds. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en France, je crois qu'avec cette histoire de plus-value, en fait, si tu as un airdrop par magie comme ça, qui tombe sur ton wallet et que tu le revends le jour J, il me semble que c'est pas, enfin, il n'y a pas d'histoire de plus-value, étant donné que tu l'as reçu et que tu le revends le jour même, mais à vérifier avec des experts. Euh, et donc, en France, vous pensez que c'est également faisable? Parce que, est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu techniquement comment ça marche? Parce que, par exemple, on reçoit une facture d'EDF, d'abonnement télécom, enfin bref, de loyer, peu importe. La facture est adressée à notre nom. Et en général, ils nous fournissent des petits papiers à renvoyer ou des codes pour payer en ligne, etc. Mais il faut s'authentifier avec son compte ou des choses dans le genre. Comment vous faites techniquement en fait pour dire bonjour, nous on s'appelle Bull Bitcoin et puis on va payer pour monsieur Dupont-Martin sa facture d'électricité? Alors en fait, c'est con comme la pluie, hein. Nous, on va juste vous faire payer en Bitcoin avant, et après, on va payer pour nous avec nos comptes. Sauf qu'en fait, on va dire le petit tour de passe-passe, c'est que on fait exprès de chercher des partenaires bancaires qui vont nous permettre de générer ce qu'on appelle des IBAN virtuels, des virtual IBANs en anglais, qui sont en fait des sous-comptes de notre compte Bull Bitcoin chez la banque, mais qui sont pas à notre nom et que la banque peut émettre au nom de nos utilisateurs à nous. En vertu du fait que parce qu'ils sont KYC chez nous et que machin, on est régulé et tout, et la banque considère qu'ils n'ont pas besoin de les onboarder du côté de la banque et qu'ils peuvent quand même leur générer un IBAN. Et en fait, du point de vue de quelqu'un qui reçoit un paiement de l'extérieur via un virement, etc., en fait, c'est vraiment un compte à votre nom. Sur sur mon compte Bull Bitcoin, par exemple, si une fois que ce sera disponible en France, moi, mon IBAN chez Bull Bitcoin, il sera intitulé Théo Mogenet et il sera chez notre banque correspondante. Et donc, si vous payez votre fournisseur d'électricité, votre fournisseur d'accès Internet, votre propriétaire pour votre loyer ou quoi que ce soit, avec ce genre de service-là, en fait, lui, il se rendra même pas compte que vous avez payé en Bitcoin. Et en fait, d'un point de vue légal, ce qui est compliqué, c'est que normalement, quand vous faites du paiement pour le compte d'un tiers, vous êtes considéré comme un établissement de monnaie électronique en Europe. Et on va dire que la manière dont on le fait, sans rentrer dans trop de détails, fait qu'on ne va pas être considéré comme ça. Donc, on devrait pouvoir échapper à la plupart des contraintes réglementaires qui s'imposent en la matière. Ok, pas mal. Je ne savais pas du tout que c'était faisable. Mais merci bien pour l'explication. Et du coup, en France, vous avez quand même réussi à trouver plusieurs banques qui vous proposent ce service-là, parce que je sais que ces derniers temps, ils étaient quand même assez réticents avec tout ce qui est plateforme crypto. Je crois qu'il n'y a qu'une ou deux banques, si je dis pas de bêtises, qui sont assez crypto-friendly en France. Et les autres, c'est souvent, on se met à avoir des problèmes quand on est un professionnel et qu'on a des activités liées à la crypto. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est ce qui a motivé la création de Bills aussi, c'est justement tous les problèmes qu'avaient les boîtes crypto et les bitcoiners à travers le monde vis-à-vis du système bancaire. On s'est dit, autant se passer de ces connards. Et en fait, l'autre truc, c'est que, comment dire, en gros, on a pas mal de, parce que maintenant, vu qu'on a SEPA en Europe et que, voilà, il y a l'euro, etc., on n'a pas besoin d'avoir tous nos comptes en banque en France. Donc, on a des comptes en banque dans plusieurs pays de l'Union européenne, parfois en dehors de l'Union européenne, mais qui sont des comptes en euros SEPA. Et en fait, une grande partie de notre métier, ça consiste aussi à cramer des comptes en banque et à en réutiliser d'autres, parce que vous vous doutez bien que, oui, les banques n'aiment pas les cryptos. Donc, ça nous arrive assez souvent d'avoir des demandes d'informations à cause d'ordres qu'on a reçus de clients ou de transactions qu'on a effectuées. Et ça arrive que les banquiers nous cassent les pieds et nous disent, là, on vous gèle vos comptes pendant un moment, etc.
Donc en fait, quand on se lance dans un pays, quoi qu'il arrive, une grande partie de notre métier, ça consiste à ouvrir en parallèle plein de comptes en banque un peu partout, de manière à ce que on ait le maximum de robustesse et de résilience possible, et que dès qu'on a un compte qui nous lâche, eh ben, on puisse en transiter par un autre, en utiliser un autre, passer sur un autre, etc., etc. Souvent de manière complètement automatique d'ailleurs. Et donc en fait, après, c'est aussi une question de concurrence sur le marché, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des banques un peu plus modernes qui essayent de proposer des services un peu plus agiles de ce type-là pour permettre à des fintechs ou des boîtes de l'écosystème crypto de prospérer. Et elles, ça leur permet de gagner des parts de marché, donc elles prennent des risques aussi, elles tentent de le faire, elles s'installent dans des juridictions où peut-être le régulateur va voir ça un peu d'un meilleur œil. Et après, on a aussi des banques un peu plus tradies, on a aussi une banque en France. Donc en fait, on essaye de se positionner un peu sur tous les tableaux pour prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans les différentes offres bancaires. Mais c'est une gymnastique complexe que l'utilisateur voit jamais. Mais en fait, au quotidien, une grande partie des trucs qu'on fait, c'est quand même des trucs très fiat et très casse-couilles, quoi. Ok, ok. Non, du coup, c'est intéressant de savoir que vous avez tout de suite pris en compte le point de la résilience, parce que tu dis que ça peut être un point, tu travailles avec une banque, tout va bien, puis d'un seul coup, ils se mettent un petit peu à t'embêter, et c'est un peu tout ton business qui peut prendre cher. Mais du coup, si vous travaillez déjà avec plein d'acteurs, ouais, je pense que c'est un côté rassurant sur la résilience des services que vous proposez. Et puis, il faut comprendre un truc aussi, c'est entre guillemets, c'est une de nos propositions de valeur. C'est-à-dire que ce qui distingue Bull Bitcoin des autres brokers ou des autres places de marché, c'est que on aura toujours un moyen que ça marche, et on met l'accent sur le fait que le système bancaire va pas pouvoir bloquer notre interaction avec nos clients. Et donc ça a un coût parce que, comme je te disais, tu vois, faut maintenir plein de comptes en banque en même temps. Tout ça, ça induit des frais. En plus, on fragmente toutes nos transactions à travers différentes banques. Donc évidemment, les volumes qu'on fait chez chacune d'entre elles n'en sont que réduits, ce qui du coup limite notre capacité de négociation sur les tarifs, les frais et les choses comme ça. Maintenant, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que d'autres acteurs vont peut-être faire le choix de plutôt avoir un seul ou deux partenaires bancaires. Le problème, c'est que c'est fragile. Par contre, ça coûte moins cher. Mais voilà, nous, on n'est pas forcément les moins chers que vous trouverez à service équivalent, je pense. En tout cas, si vous voulez acheter du Bitcoin, peut-être qu'en allant sur un exchange centralisé, ce sera un petit peu moins cher, surtout pour des montants assez faibles. Par contre, en revanche, voilà, nous, on peut traiter encore une fois comme ça les cas d'usage que les autres n'arrivent pas à traiter parce qu'on essaye d'adopter ce genre de stratégie. Voilà, la force de votre entreprise, c'est plutôt grosso modo de tout ce qui est gymnastique, gymnastique administrative, et puis apport de conseils aux utilisateurs pour les cas, on va dire, un petit peu spéciaux qui rentrent pas toujours dans toutes les cases. Ouais, c'est ça. Et puis ça, je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec la personnalité et la vie de Francis, du fondateur de Bull Bitcoin, parce que lui-même, après qu'il y ait eu les confinements au Canada, etc., a fui le pays parce qu'il n'avait pas vraiment envie de vivre dans un pays qui tombait petit à petit dans la dictature. Il s'est installé au Costa Rica. Là-bas, il avait envie de vivre en Bitcoin, donc du coup, il a installé Bull Bitcoin au Costa Rica, il a installé Bills là-bas pour pouvoir tout gérer depuis son stack. Et en fait, lui-même, il est utilisateur entre guillemets de nos services. C'est un peu le premier utilisateur. Donc à chaque fois, il essaye de designer tous les services vraiment comme lui, il adorerait que ça se passe. Et il a une mentalité très libertarienne. J'ai pas envie qu'on me casse les couilles. J'ai des libertés fondamentales, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est ce qui connote aussi un petit peu les valeurs de Bull Bitcoin et le type de service. C'est très difficile de voir l'entreprise sans comprendre comment est Francis et quel type de personnage c'est, quoi. Super. Après, on va attaquer un petit peu comment vous fonctionnez au niveau de vos réserves, etc. Mais avant ça, une petite question marmotte. Tu as fait une grave boulette et tu dois choisir entre deux sanctions. La première, c'est te faire un piercing sur les parties génitales, ou alors un tatouage sur le haut de ton corps, I love XRP. Que choisis-tu? Oh putain. Je crois que je prends le piercing. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Piercing, au moins, tu peux l'enlever peut-être plus facilement, il y aura moins de traces, je sais pas. Là, je pense surtout le piercing, il va durer plus longtemps, quoi.
Ah non, mais pour moi, franchement, XRP, ça reste comme le king des shitcoins. Hein. Depuis le temps qu'il est là, il est toujours dans le top 10, l'enfoiré, tu sais pas comment il fait. Ouais, c'est simple. Hein. Tu sais, ils ont levé tellement et ils diluent au fur et à mesure pour continuer leurs actions marketing à la con et leurs partenariats qui servent à rien. Mais c'est vrai qu'il commence à être super compétitif dans l'écosystème des stablecoins, quoi. Il a presque pas bougé depuis 7 ans, en fait, quand tu regardes. Donc, ouais, au bout d'un moment, peut-être que l'USDC va se faire détrôner. Ouais, je sais pas. Mais ouais, moi, je pensais que c'était plus avec leur. En fait, ils ont un système de rachat et de revente discrétionnaire. Je croyais. Enfin, pensais que c'était un peu grâce à ça qu'ils arrivaient à tenir dans le top 10. Mais enfin bref, on va fermer la parenthèse sur XRP et on va continuer de parler de bull Bitcoin. Donc, tu nous expliquais que tout ce qui est toutes les transactions, si je puis dire, tous les échanges qui se font entre vous et vos clients, ça se fait via vos stocks personnels. Comment vous faites pour le gérer? Parce que on va se mettre sur une journée qui est un peu critique. D'un seul coup, il y a une bougie rouge de moins 30, moins 40 sur le BTC. Je pense que vos stocks, forcément, ils prennent cher et il y a quelqu'un qui veut vous acheter du BTC. Et je présume que vos stocks, vous les faites peut-être pas en flux continu. Donc, comment vous faites pour pallier à ce genre de mouvement? Un BTC égale un BTC, hein, donc quel que soit le prix, en fait, notre stock de BTC, il n'a pas changé. Ce qui est difficile dans ce qu'on fait, en fait, c'est de pouvoir avoir une infrastructure sécurisée qui, en temps réel, permet d'accommoder toutes les demandes de nos clients, où qu'ils soient dans le monde, et de manière instantanée. Donc ça implique d'avoir un ensemble, on va dire, de modules technologiques qui vont gérer à la fois des hot wallets, des cold wallets, qui vont gérer automatiquement tout l'aspect banking lié à la plateforme, qui vont gérer également l'aspect, on va dire, de rachat de Bitcoin auprès de nos liquidity providers de manière le plus automatisée, le plus rapide et le plus compétitif possible. Donc en fait, le vrai cœur nucléaire de Bull Bitcoin, c'est toute cette technologie qui est utilisée d'ailleurs par beaucoup de nos concurrents aussi, hein, parce que une grande partie de cette technologie, c'est un projet qui s'appelle Cyphernode, qui est complètement en open source. Et en fait, on se rend pas forcément compte quand on est utilisateur, mais gérer, on va dire, des transactions Bitcoin sur Lightning, sur Liquid, on-chain, et faire en sorte d'avoir tout ce rebalancing de manière sécurisée, automatique, connecté à une plateforme en temps réel dans plein de pays et connecté avec plein de systèmes externes, c'est quand même un gros chantier informatique et ça demande pas mal de compétences, surtout au niveau de Bitcoin lui-même, en effet. Notamment, voilà, quand on a aussi toutes les problématiques de Lightning qui se rajoutent par-dessus, etc., etc. La plupart des employés de chez Bull Bitcoin sont des ingénieurs. Hein, c'est pas forcément les plus visibles parce que c'est pas eux on va dire qui prennent le plus la parole en public. Mais le savoir-faire, c'est essentiellement du savoir-faire technologique et toute la difficulté est là. Maintenant, la volatilité en fait change pas grand-chose à notre business, si ce n'est que plus il y a de volatilité en général, plus on a de volume. Parce que les gens ont tendance à acheter ou vendre quand le prix bouge. Mais en fait, on va dire que ce qui est coûteux, c'est d'immobiliser du capital. C'est-à-dire de toujours avoir du dollar canadien, d'avoir des euros, d'avoir des bitcoins au bon endroit pour pouvoir être certain que lorsqu'un client va venir et va vouloir acheter même des sommes très importantes, parce que par exemple il y a beaucoup de volatilité et donc tout le monde veut buy the dip en même temps, ou alors il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre, et on n'est pas à dire au client désolé, aujourd'hui le bureau de change est fermé parce que il faut qu'on aille chez le négociant de gros pour refournir nos stocks. Donc il faut toujours arriver à essayer de balancer entre la liquidité fiat, la liquidité Bitcoin, avec aussi des contraintes de sécurité qui sont ce qu'elles sont quand on travaille dans Bitcoin, quoi. Ok, donc ouais, enfin vous avez un système de rebalance, etc. Mais je pense qu'il y a quand même du coup un petit impact, parce que je pense que vous réagissez aussi avec des brokers, etc. Qui sont assez réactifs pour vous alimenter, pour refaire les stocks de BTC et ou à contrario reprendre du cash. Mais du coup, ouais, le marché peut aussi impacter votre marge, si je puis dire. En fait, pas vraiment, hein, parce que
encore une fois, enfin, si tu veux, tu as les finances de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que si on garde nos réserves de trésorerie en Bitcoin et que Bitcoin baisse, bah, c'est un peu comme Sailor, tu vois, on est plus pauvre. Et si Bitcoin pump, bah, on est plus riche. Maintenant, entre guillemets, on va dire que si par exemple, il y a un client qui vient et qui achète un Bitcoin à boule Bitcoin, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va automatiquement le racheter juste après qu'on l'ait revendu au client, en gros. Donc en fait, on a toujours exactement la même exposition du fait de l'activité de nos clients. Donc c'est pas forcément, ça va pas forcément avoir d'impact sur nos marges. D'autant que, encore une fois, comme on est un broker, je vous disais, c'est comme dans le bureau de change à l'aéroport. En fait, même quand le prix glisse vite ou qu'il augmente vite, bah nous, on vous donne une cotation en temps réel et on vous dit on achète à tel prix, on vend à tel prix. Et la marge, en fait, elle est fixe. Donc, disons que si le marché bouge extrêmement vite, il se peut que entre le moment où on vend un Bitcoin et le moment où on rachète, on va peut-être perdre 1 ou 2 bips, quoi. Mais franchement, ça change rien de significatif. Ok, ouais, non, mais du coup, je comprends un peu mieux la mécanique. En fait, grosso modo, vous arrangez pour avoir un stock fixe et à chaque fois qu'il y a un mouvement d'un client d'un sens ou dans l'un ou d'un autre, vous compensez le mouvement qui a été fait pour remettre votre stock à parité avant l'échange, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. Ok, super. Est-ce que on a fait le tour d'à peu près tous les points? On a parlé des bills, on a parlé de la partie rapidement OTC et de la partie achat-vente. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous proposez, peut-être annexes? Ouais, bah, il y a un truc dont on n'a pas parlé, que je pense qu'il est aussi assez intéressant, c'est le wallet qu'on a développé et rendu public récemment. Alors malheureusement, pour l'instant, il est disponible que sur Android. Le listing d'une application sur l'App Store, surtout quand il s'agit d'un wallet Bitcoin, c'est toujours un peu compliqué. Mais on y travaille et ça arrive bientôt. Et en fait, c'est un wallet qui est assez original dans son genre. Donc, c'est un wallet Bitcoin only, encore une fois, qui supporte aussi le Liquid Network, donc une sidechain sur Bitcoin, et qui supporte Lightning. Et en fait, c'est un wallet qui a été conçu pour, en gros, répondre aux besoins du cypherpunk avancé, au même titre que celui de ma grand-mère, dans un contexte où les fees de Bitcoin sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire sont variables, et dans le contexte où aussi, en gros, l'expérience de paiement correcte pour de l'achat, de la consommation de tous les jours, c'est Lightning. Mais Lightning, quand on veut un wallet self-custodial, bah, ça amène énormément de complexité parce que ça implique voilà, de gérer ses canaux, de comprendre ce que c'est un canal, la liquidité entrante, la liquidité sortante. Phoenix fait un job absolument magnifique avec son A5, avec son wallet Phoenix, pour essayer de rendre l'expérience d'utilisation aussi fluide que possible, mais même avec leur savoir-faire technologique et la quantité de Bitcoin qu'ils ont à mettre en face pour faciliter l'ouverture de channels pour leurs utilisateurs, on voit bien que c'est très très compliqué à faire. Et c'est notamment pas du tout adapté à des utilisateurs qui comprennent pas grand chose de comment Bitcoin fonctionne. Parce que tout de suite, quand on commence à essayer d'expliquer à quelqu'un bah, la liquidité entrante, pourquoi tu dois ouvrir des canaux, etc. Bon, on va être honnête, s'ils connaissent pas déjà un peu Bitcoin et qui sont pas, voilà, qui n'ont pas un certain appétit pour cette complexité, ça va les désespérer assez vite. Et du coup, l'idée qu'on a eue avec le wallet Bull Bitcoin, en fait, c'est justement d'utiliser Liquid, qui encore une fois est une sidechain sur Bitcoin. Donc sur Liquid, en fait, on s'échange des LBTC, qui sont des tokens émis sur la sidechain Liquid et qui sont peg sur des Bitcoins gardés en réserve de manière sécurisée et on va dire plus ou moins trustless via un quorum d'acteurs. Et en fait, l'avantage de Liquid, c'est comme c'est une sidechain, bah, les blocs sont beaucoup plus rapides, les transactions sont complètement confidentielles, donc il y a beaucoup plus de privacy sur Liquid. Et en fait, on a un serveur d'Atomic Swap qui fait des swaps directement entre les LBTC, donc ces tokens qui représentent des bitcoins sur Liquid, et des bitcoins on-chain directement. Et ça nous permet en fait de swap directement sans que l'utilisateur ait besoin de confier la custody de ses coins à qui que ce soit. Des LBTC vers des BTC. Donc notamment, ça nous permet en fait de déposer de la liquidité Lightning dans un wallet self-custodial on the fly. Ça nous permet de faire en sorte que lorsque les frais, par exemple, sont très élevés,
même si l'utilisateur il comprend pas ce que c'est les frais sur Bitcoin, il veut juste payer ou se faire payer, et ben en fait le wallet lui-même va en fonction du régime de frais proposer une option de paiement qui va être qui va être la plus économique en gros pour l'utilisateur. Et lorsque par exemple vous avez accumulé, je sais pas, 100, 200, 300 dollars en LBTC, parce que voilà, c'est pas un actif qu'il faut accumuler, garder à long terme, parce que ça reste une sidechain, c'est beaucoup moins sécurisé que des bitcoins sur la main chain Bitcoin. En fait, vous allez pouvoir les swapper automatiquement. Dans le futur, il y aura même une feature qui vous permettra de définir le seuil à partir duquel ils vont être swappés automatiquement. Et donc, on va dire que ça vous permet d'avoir une expérience d'utilisation self-custodial qui fait pas trop de compromission sur votre vie privée et sur le fait de faire confiance à des tiers de confiance, tout en n'ayant pas trop besoin de vous embêter avec toute la complexité de Lightning ou pas Lightning, comment je gère mes channels, est-ce que je reçois des bitcoins on-chain ou plutôt est-ce que je reçois un paiement sur Lightning, parce que en fait, avec ce wallet, à partir d'une seed, vous avez 2 wallets en un qui sont connectés par ce bridge que sont nos serveurs d'Atomic Swap qui utilisent une technologie d'Atomic Swap open source qui a été développée par Boltz et à laquelle on a beaucoup contribué, et qui est aussi utilisée par exemple dans le wallet Aqua Bitcoin. Et effectivement, nous on est assez convaincus que c'est le meilleur compromis, on va dire, par rapport à toutes les dimensions que je viens de citer là, pour un wallet qui est utilisable par le plus grand nombre, sans faire trop de compromis sur la vie privée, qui vous permet de minimiser les frais on-chain que vous avez, et ce genre de choses-là. Ah, franchement, bravo. Ouais, parce qu'effectivement, c'est un gros sujet. Hein. Je pense que des personnes, tu veux faire une transaction, tu comprends pas trop. J'ai eu le cas personnellement. Hein. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des singes qui imprimaient des JPEG à tour de bras sur Bitcoin. Je vais faire une transaction démo à quelqu'un. Et là, je vois 60 balles de frais. Je suis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, effectivement, je pense que l'utilisateur lambda va lui expliquer ça. C'est super complexe et je pense qu'effectivement, ça passe par le wallet, hein, on va dire l'outil qui va permettre de payer un petit peu la carte bleue sur BTC, quoi, si je puis dire. Et il faut que ce soit simple, il faut pas que l'utilisateur se pose 150 questions ou comme la BIP 21, je trouve aussi que ça c'est quelque chose de super parce que avec le développement de Lightning et de on-chain, va expliquer à un commerçant il faut qu'il demande à son client qu'il y a 2 réseaux sur lesquels il peut accepter Bitcoin, lequel il choisit, quoi. T'as un QR code, tu lui présentes, le client il scanne, que le client n'a même pas, soit il a un Lightning, soit il a un truc on-chain, il peut payer. Ça c'est des trucs que je trouve vraiment très innovants et qu'il faut continuer de développer pour rendre ça vraiment le plus simple possible pour le monsieur tout le monde, quoi. Ouais, et puis c'est un super point que tu fais. Et puis après, il faut voir qu'en général, la simplicité, la plupart des gens l'ont toujours gagné en faisant des compromis sur d'autres dimensions, notamment par exemple sur la souveraineté individuelle, en faisant en sorte de fournir un wallet custodial. Par exemple, Wallet of Satoshi, c'est peut-être le wallet le plus simple à utiliser, mais bon, nature keys, nature coin, quoi. Donc ça a aussi ses limites. Et après, vous avez par exemple des solutions aussi pour les commerçants. Swiss Bitcoin Pay, par exemple, c'est un wallet qui a été pensé directement pour les restaurateurs et les commerçants, qui est super bien fait pour ça, qui a vraiment été pensé pour les cas d'usage où, par exemple, vous avez un serveur, vous n'avez pas envie qu'il puisse déplacer des fonds lui-même, mais il faut quand même qu'il puisse encaisser. Pareil, c'est des restaurateurs, les mecs, ils ont autre chose à foutre que de s'intéresser à Lightning et de comprendre comment ça marche. Donc c'est assez bien foutu. Et effectivement, c'est pour ça que nous, on a mis 2 ans à développer tout ça. Donc c'est vraiment compliqué, en fait, de faire un truc qui soit intuitif pour un noob, entre guillemets, et qui en même temps le protège en fait on va dire enfin qui lui remette pas la même expérience qu'il avait dans le système fiat, custodial, surveillance, tout le bordel, quoi. Et je sais pas, c'est un peu le même si vous voyez ce même du petit garçon qui dort tranquillement dans un lit et d'un militaire qui se met en paravent devant des fléchettes qui lui arrivent dessus. Bah, Ouais, je vois. c'est un peu ça, quoi. C'est genre faut quand même, parce que c'est des gens qui en fait vont pas comprendre totalement ce qu'ils font, donc faut aussi quand même essayer de faire les bons choix pour eux sans non plus en fait enlever toutes les fonctionnalités qu'on attendrait nous utilisateurs avancés d'un wallet Bitcoin, parce que sinon vous créez un peu un outil pour les noobs et bon c'est une pente un peu glissante. Et c'est vrai que le truc que j'ai pas mentionné, c'est que si vous êtes un utilisateur avancé de Bitcoin, c'est un wallet mobile auquel vous pouvez connecter un hardware wallet, vous pouvez le connecter à un serveur Electrum distant, il y a du coin control, il y a de la coin selection, vous avez aussi les swaps
Encore une fois, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnent les transactions sur Liquid qui sont complètement confidentielles. Donc après, je vous laisse deviner ce que vous pouvez faire avec ça. Enfin, il y a quand même des features qui, je pense, qui pour le coup, moi, dans mon cas, ça fait très longtemps que j'utilise Bitcoin et aujourd'hui, il y a peu de wallets mobiles surtout. Parce que c'est vrai que Sparrow, dans les wallets desktop, il est vraiment, je le trouve vraiment au-dessus du game. Il y a peu de wallets qui, en fait, proposent autant de fonctionnalités avancées. Après, il y a encore quelques petits bugs qu'on est en train de travailler à corriger. Bah, c'est normal, comme tout projet logiciel que vous sortez, il y a toujours des petits trucs à corriger après le lancement. Mais pour l'instant, on est vraiment satisfait de l'expérience que ça donne. Ouais. Bah, en fait, avant que tu commences à parler de ça, j'allais vous demander si vous n'alliez pas proposer un autre service, parce que j'ai un collègue là qui faisait tourner son node, il faisait tourner ça sur un Raspberry, et sauf que il avait qu'un disque dur de 500, et là ça commençait à devenir short. Il a dû couper, et du coup la flemme de remonter, de resynchroniser une chaîne sur un disque dur plus gros, etc. Et je me disais peut-être proposer un petit système un petit peu comme Voltage. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais Voltage, je suis un gros fan. Des services de node dans le cloud, et il y a aussi Albi là, qui a sorti un système pas mal pour monter ses propres nodes en système open source, et où on a nos propres clés, etc. et tout. Enfin, je me disais, développer un petit service comme ça, mais effectivement, je pense que vous allez conquérir plus de clientèle, je pense, avec un wallet ultra simplifié qu'avec le système de node qui est pour moi déjà, quand les trois quarts des personnes, si je commence à leur présenter Bitcoin, je leur fais, alors maintenant, tu vas te connecter à ton propre node. Voilà, c'est bon, c'est fini, je les perds, quoi. Ouais, non, c'est encore un sujet assez avancé, hein. C'est vrai que c'est des sujets qui nous intéressent en interne chez Bull Bitcoin, mais c'est pas forcément notre priorité, parce que comme tu l'as compris et comme tu l'as dit, c'est pas forcément ça qui est le plus proche de notre cœur de métier, hein, qui est encore une fois juste de vendre et d'acheter du Bitcoin, hein. Et donc c'est vrai que le wallet, ça faisait beaucoup plus sens pour nous. Et en fait, le prochain grand chantier qu'on va probablement ouvrir, ce sera sur la custody. Alors je veux vraiment rien à en dire pour l'instant, mais on considère que le prochain challenge qui nous semble important pour l'adoption de Bitcoin, etc., c'est de permettre des schémas de custody qui vont répondre à des problématiques différentes, et qui soient aussi peut-être plus simplifiés, plus adaptés. Et encore une fois, comme je l'ai mentionné par rapport au mode de réflexion qu'on avait par rapport au wallet, mais sans faire trop de compromis, voire en essayant d'en faire pas du tout par rapport au système de self-custody qu'on a aujourd'hui. Donc non, il n'y a rien de prévu en ce qui concerne les nodes. Mais si je peux me permettre, pour revenir à ton pote, c'est un peu un connard, parce que en vrai, la croissance de la chaîne, c'est assez facile d'estimer sa borne supérieure, en fait. Donc je sais pas quand est-ce qu'il a acheté son disque dur pour aller avec son node, mais il aurait pu deviner que 500 gigas, ça allait pas trop le faire. Non, mais en fait, ça faisait vraiment plusieurs années, hein. Je crois que Okay. ça tournait depuis avant 2020. Donc, non, on va dire l'estimation, je pense qu'à l'époque, il l'a monté en mode un petit peu découverte, etc. Il l'a laissé tourner et tout. Mais non, c'est pas quelque chose qu'il a monté récemment, quoi. Ok. Ouais, non, mais je sais pas, moi, tu vois, j'ai un Raspberry Blitz aussi, je l'ai monté début 2021, donc pas très longtemps après ton pote. Et pareil, j'ai pris direct 1 Tera, parce que j'ai vu assez rapidement, en faisant une extrapolation de tête, que avec la croissance de la chaîne, si tous les blocs sont remplis, mon disque dur, il allait galérer assez vite. Puis de manière générale, quand tu as un disque dur qui est quasi plein, les performances commencent à devenir un peu dégueulasses d'écriture sur disque et tout. Donc c'est toujours mieux d'avoir un peu de place en RAM, quoi. Ouais, t'es tout à fait d'accord. Il nous reste 5 minutes. Je vais en profiter pour te poser une dernière question marmotte. Laquelle je vais prendre? Quelle est l'odeur la plus étrange que tu aies sentie? Ah, là, j'ai perdu Théo. Waouh, chelou tes questions. Ah, c'est des questions marmottes, hein. Je pense que c'est un holder de Luna en décomposition
après 2 semaines passées à pleurer devant son écran et d'attendre que Do Kwon refasse surface. Elle est pas mal. Franchement, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on m'ait sortie à cette question. Bon, on arrive sur la fin. Du coup, juste pour être sûr, Bull Bitcoin, que ce soit tous les services qu'il y a au Canada, il va y avoir exactement les mêmes en France? Non, pas tout à fait, parce que les systèmes de paiement fiat sont pas les mêmes, tu vois. Mais en tout cas, on va dire que si tu résumes très simplement ce qu'on fait, tu as achat, vente, paiement. Le paiement étant Bills, le service de facturation dont on a parlé tout à l'heure, enfin de paiement de facture. Et ça, tu auras achat, vente et en OTC aussi, et Bills en France. L'achat et la vente, la plateforme va ouvrir d'ici un mois et demi. Si vous voulez, on n'a pas encore donné de date officielle, mais si vous voulez être informé, etc., n'hésitez pas à suivre le compte Bull Bitcoin ou le compte bullbitcoin.fr, le mien ou celui de Gilles Cadignan, il y aura toutes les infos dessus. Et également, on va lancer Bills, mais ce sera probablement plus tard parce qu'il y a aussi des choses à affiner. Donc ce sera probablement dans un peu plus de temps que dans un mois et demi. Ok, ouais, donc vous allez lancer, première étape, les achats-ventes BTC, et après vous allez tout doucement ouvrir le reste des services. Ouais, et on vend du merch trop cool aussi. Partie, parce que c'est un sujet souvent qui fait un peu grincer des dents, mais c'est toujours important quand même d'en avoir un. Niveau marketing, vous avez déjà prévu un petit plan pour vous déployer, pour faire parler de vous, etc. Ou vous restez sur le mode traditionnel, juste le bouche à oreille de la communauté? On va dire que je pense que vous êtes déjà quand même assez suivi par pas mal de monde qui apprécie ce que vous mettez en avant. Ça se discute, ça, parce que franchement, tu vois, Bull Bitcoin a une visibilité et est connue comme marque dans le monde Bitcoin, dans plein de pays, surtout anglo-saxons. Mais en France, les gens connaissent pas trop, hein, ni Francis, ni Bull Bitcoin. Donc c'est pour ça que voilà, une partie de mon job, c'est aussi de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire d'expliquer un peu son histoire, ce qu'on fait, nos valeurs, etc. Historiquement, en fait, on n'a jamais eu de département marketing ni de budget marketing chez Bull Bitcoin. On fait ce qu'on appelle du guérilla marketing. C'est-à-dire que en gros on est des bitcoiners et on fait des trucs de bitcoiners et du coup les gens parlent de nous. On va pas faire les choses vraiment différemment en France, si ce n'est que puisqu'effectivement on part d'un public qui nous connaît un peu moins, disons qu'on a un peu plus d'actions marketing classiques avec un budget, etc. Et notamment on a recruté Géraud du coup qui gère tous nos comptes de réseaux sociaux et qui est aussi notre directeur marketing à cet effet, qui a un meme game très très solide et qui participe beaucoup à nous faire connaître. Par ailleurs, on a beaucoup de missions d'éducation qui sont prévues. Alors, nous, on range pas ça dans le marketing, mais on peut aussi le voir comme ça. C'est-à-dire que vous avez Jimmy qui a le bureau physique de Bitcoin Lyon qu'on a repris à Lyon, qui a l'habitude de créer des meet-ups, enfin qui a l'habitude de tenir des meet-ups depuis des années là-bas et d'onboarder physiquement des particuliers, de tenir des ateliers, des formations, etc. Vous avez Gilles à Rennes, moi à Paris, Géraud à Poitiers. On a l'intention également de beaucoup soutenir les organisateurs de meet-up Bitcoin Only en France et de leur donner les moyens de spread the word, quoi, et de faire le plus d'éducation possible. On a également des projets pour faire pas mal de formations en fait complètement gratuites sur Bitcoin, à la fois sur les aspects techniques, monétaires, philosophiques, historiques, etc. Et après, on compte aussi beaucoup sur le bouche à oreille. On a aussi un programme qui s'appelle The Mission, qui est un programme en fait d'ambassadeurs plus ou moins, qui est un programme qui se fait sur sélection. Donc on demande aux gens de candidater et on sélectionne les gens qui nous paraissent les plus à même de comprendre ce qu'est le Bitcoin, de bien le représenter, etc. Et en fait, comme dans beaucoup d'autres programmes, ils bénéficient d'un code de référencement et ils récupèrent 50 bips, donc 0,5%, sur tous les volumes générés par les clients qu'ils amènent. Voilà en gros, si tu veux, ce qu'on fait dans les grandes lignes d'un point de vue marketing. Et on va effectivement à beaucoup de conférences. Je serai à Lugano par exemple là dans 2 semaines. Après au Be Only du 9 au 11 novembre, donc du côté d'Annecy.
On essaye le plus souvent possible d'écrire des articles, de fournir de l'éducation. On a lancé par exemple il n'y a pas longtemps un outil qui s'appelle le Bull Bitcoin Fee Multiple, qui vous permet de déterminer avec une lecture très simple d'une jauge comme le Fear and Greed Index si historiquement les frais de Bitcoin actuellement sont hauts ou bas en termes de tendance. Et donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire chier, être un gros nerd à regarder le même pool toute la journée pour essayer de comprendre si c'est le bon moment de consolider ou de faire des transactions on-chain ou d'ouvrir des canaux Lightning. Vous pouvez directement aller sur le Fee Multiple, donc c'est juste une page internet et vous allez voir si c'est dans le vert ou si c'est dans le rouge pour faire très simple. Et donc voilà, en fait, le marketing, c'est essentiellement du shitposting et de l'éducation chez nous. Ok, non, mais je pense que c'est un bon plan. Au moins, ça évite de. Enfin, je connais pas trop l'ordre de budget que ça peut demander, mais je pense que par rapport à beaucoup de stratégies où tu jettes. Il y a beaucoup de projets qui jettent de l'argent par les fenêtres, on va dire des fois en suivant les stratégies à la mode du moment. Non, je pense que en plus ça s'inscrit dans votre philosophie. Non, je pense que c'est une bonne approche. Bah, en fait, il y a aussi une raison pour laquelle on fait les choses comme ça, c'est que je pense qu'on est une des seules entreprises, en tout cas de cette taille-là, dans Bitcoin, qui n'a pas de dette et qui n'a pas d'investisseurs extérieurs. Toute l'entreprise est détenue, tout le groupe est détenu par Francis directement. Et en fait, ça permet d'avoir des préférences temporelles très basses. Ça permet de projeter à très long terme. Et typiquement, tu vois, nous, quand on regarde notre activité, en fait, on voit ce qu'un client peut nous rapporter sur des années, voire des décennies. Et donc, on s'en fiche un peu du numbers go up à court terme, d'essayer d'avoir le plus de parts de marché possible, quitte à déverser des tonnes de fric dans le marketing, parce qu'on vit pas de levée de fonds en levée de fonds. On n'a pas besoin de faire des PowerPoint qui montrent que, regardez, il y a plein d'utilisateurs qui arrivent. Bon, les mecs, ils n'utilisent jamais leur compte, et ça, on vous le dit pas, mais regardez, on est une fintech innovante qui est sur une courbe exponentielle, quoi. On n'a pas du tout cette manière d'appréhender la chose. Et c'est pour ça qu'on axe ça plutôt sur l'éducation, parce que, en fait, vu qu'on est aussi complètement self-custodial, on sait très bien qu'on ne s'adresse pas à des utilisateurs novices. On s'intéresse plutôt à des gens qui sont déjà dans le rabbit hole, qui sont convaincus que Bitcoin, c'est une solution à des problèmes assez larges dans leur vie, et qui sont prêts à faire les efforts pour du coup s'éduquer, comprendre comment utiliser les outils, avoir les bonnes pratiques. Et donc d'une part, nous, on veut les aider à faire ça, et ça gratuitement, et c'est pour ça on s'y retrouve à long terme, parce que plus les utilisateurs sont des bons utilisateurs de Bitcoin, plus en fait ils demandent de nos services. Et par ailleurs, on a intérêt en fait de toute manière aussi à faire avancer l'éducation dans Bitcoin, parce que c'est que comme ça en fait qu'on peut mettre en valeur notre différenciation par rapport à d'autres acteurs. Parce que si je vais voir un noob et que j'essaie de lui expliquer pourquoi il devrait utiliser Bull Bitcoin plutôt que Binance ou Coinbase, en fait, j'ai aucun argument, parce que le gars, il sait pas comment ça marche, il va préférer laisser ça en custody comme un gros cux, on va lui filer du shitcoin, en veux-tu, en voilà, il va pouvoir croire qu'il va devenir riche en tradant toute la journée. On va pouvoir lui filer du yield potentiellement dans certaines juridictions, etc., etc. Donc en fait, tous les trucs un peu clickbait, tous les pièges à noob, vu que nous on les réplique pas, finalement on a plutôt intérêt à faire en sorte que la communauté soit bien éduquée, parce que par définition, elle va plutôt utiliser nos services si elle l'est. Je suis entièrement d'accord. Non, mais complètement. Après, je pense que avec votre wallet, vous avez possibilité de commencer à toucher justement un petit peu les noobs. Et ça, je pense que ça va être, j'espère pour vous en tout cas que ça va être un bon levier. Parce que vu comment tu me l'as décrit, les fonctionnalités du wallet, tout ça, jamais vu. D'ailleurs, je pense que je vais le télécharger et puis le tester un petit peu. Et puis, j'hésiterai pas à te faire des retours constructifs sur l'utilisation, tout ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, comme je vous ai dit, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, si vous l'essayez, n'hésitez pas, que vous découvrez des bugs ou que vous avez des commentaires et tout, n'hésitez pas à nous faire des retours. C'est hyper précieux à ce stade de développement. Ça marche. Je vais demander à une paire de marmottes d'aller te tester tout ça, et puis on te fera un maximum de retours. Nice. Bon, et bien écoute, ça va faire une bonne heure là qu'on y est. Est-ce que tu as peut-être un petit truc à rajouter? Non, merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis de vous décrire un petit peu tout ce qu'on fait chez Bull et l'histoire de la boîte. Et c'est très cool d'avoir fait Space et de m'avoir invité. Un plaisir de te recevoir. Enfin, t'es quand même un intervenant de qualité.
Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller suivre Théo sur Twitter. Vous pouvez également suivre forcément Bull Bitcoin et Bull Bitcoin FR. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez changé la PFP de Bull Bitcoin FR. Pourquoi vous avez retiré le drapeau français? Ah ouais? J'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est tout à l'heure, j'ai vu passer. En fait, il n'y a plus qu'un taureau maintenant. Faudrait que je demande à Géraud. Non, je sais pas. Après, autre truc que j'ai oublié de préciser, c'est vrai, parce qu'il a fait un gros travail là-dessus aussi. On a créé une chaîne YouTube sur laquelle, pour l'instant, on a fait 3 interviews. Une à Surfing Bitcoin où j'ai interviewé Yorick de Montbin, une autre que Gilles Cadignan a fait avec Abdel de Starknet, donc d'Imeala, sur la question des opcodes et des propositions de softcore sur Bitcoin et de l'ossification en général. Et une dernière que Géraud a fait avec Marius de Cryptos sur l'adoption de Bitcoin en Iran. Et on a plein d'autres vidéos qui vont sortir, pareil, qui traitent de sujets économiques, philosophiques, historiques, techniques sur Bitcoin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne, vous abonner. En général, on met les vidéos aussi directement sur Twitter, donc vous pouvez aussi les retrouver là. Eh ben, écoute, super. On ne manquera pas de partager tous vos liens et puis on reste en contact. Hein, si on peut vous faire des retours, tout ça, et puis vous filer un coup de papate, ça sera avec plaisir. En tout cas, vraiment, merci de ton intervention, Théo. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Enfin, t'as vraiment une connaissance accrue du sujet BTC. Et puis, on l'a vu, hein, t'es un autodidacte. Enfin, c'est pas. De toute façon, quand on commence à plonger dans BTC, on s'arrête pas uniquement à la partie technique BTC. Hein, on va un peu plus loin, la finance, l'énergie et tout un tas d'autres domaines. Donc c'était vraiment super d'accepter l'invitation, de venir nous parler de Bull Bitcoin ce soir. J'espère pour vous que ça va être une franche réussite, votre lancement en France. Après, je suis pas trop inquiet, hein, comme tu l'as dit, vous avez une vision long terme. Donc voilà, vous avez pas besoin d'aller gratter à droite à gauche chez les VC pour pouvoir survivre. Donc je pense que c'est ce qui fera votre force et ce qui risque de faire la différence sur les prochaines années. En tout cas, je vous souhaite toute la réussite possible. Merci beaucoup, en tout cas, très sympa dans votre petit terrier là. Et ouais, c'était très cool de pouvoir vous parler de tout ça. Et puis, keep in touch, hein, on vous tient au courant de toute façon de toutes ces avancées. Et notamment, je pense, de la sortie du wallet sur iOS, de Bills, qui, à mon avis, sont des services qui sont top pour retrouver un petit peu de souveraineté financière dans notre chère socialie nationale. Ouais. Non, mais effectivement, je pense que votre service, je sais même pas si on a d'autres qui proposent ça en France, mais moi, c'est ce que j'ai vu sur votre site en allant voir de Bull Bitcoin, la partie canadienne. J'ai vu ce service-là et c'est vraiment la partie qui m'a séduite, on va dire, sur tous vos services. Cool, on va y travailler d'arrache-pied dans ce cas. Ça roule. Eh ben, merci bien pour toutes les infos. On se tient informé, on partage vos liens, on vous envoie plein d'amour, plein de chocolat, tout ça. Et on se dit à bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao. Merci de vous être connectés. Ciao.